Le diable a été débusqué, capturé, exhibé. Ladies and gentlemen, we got him. L'Amérique a eu raison de Saddam Hussein. Le tyran est déchu, l'Irak est en fête et le monde libéré du mal. Voici pour la légende, mais 40 ans de relation entre Saddam Hussein et l'Amérique racontent une toute autre histoire. C'était un couple étrange, une sorte de mariage d'intérêt. Ils ont exagéré, ils ont menti, ils ont affabulé. L'histoire d'un homme et d'une superpuissance qui se sont mutuellement utilisés. Saddam était perçu comme un tyran arabe, sûr et solide, avec qui nous pouvions nous entendre. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit d'une collaboration qui n'a jamais cessé. Bien sûr, on aurait préféré quelqu'un de moins fou, mais on fait avec ce qu'on a. Une histoire d'ambition croisée, de cynisme partagé, de méfiance réciproque. Les États-Unis se sont servis des erreurs de Saddam. Était-ce une amitié sans ombre où tout était permis? Non. Depuis ses premiers pas vers le pouvoir jusqu'à sa déchéance, Saddam Hussein a vu passer 9 présidents américains. L'Amérique voulait être le gardien incontesté de la région. Saddam se rêvait en maître des Arabes. Mais ils avaient plus en commun que la soif de puissance. Aussi loin que remonte ce récit, Saddam et l'Amérique ont été l'un pour l'autre un mal nécessaire. Voici l'histoire d'une tragique mésalliance. Lorsque Saddam Hussein a fait tourner ce film, il voulait immortaliser son premier fait d'armes. En 1959, il a 20 ans et tente d'assassiner le président irakien, le général Qassem. Il est membre du Baas, un parti clandestin pan-arabe. L'attentat échoue. Blessé, Saddam se réfugie à Damas, puis au Caire. Je faisais mes études de droit au Caire. On nous a dit que des Irakiens, une dizaine environ, étaient arrivés de Damas. C'est la première fois que nous nous sommes rencontrés. Monsieur Saddam Hussein a passé 3 ou 4 nuits chez moi. Ensuite, il a trouvé une maison à partager avec des amis. C'était un simple militant du parti Baas. Il n'occupait pas de poste de responsabilité, mais je l'aimais bien parce qu'il était calme et qu'il ne parlait pas trop. Saddam Hussein était un de ces petits voyous que les fondateurs du parti Baas méprisaient. Mais certains cadres le considéraient comme quelqu'un sur qui ils pouvaient compter pour se débarrasser de leurs ennemis, pour faire le sale boulot. Lorsque nous bavardions, je sentais qu'il était honnête et que dans le domaine politique, il était avisé et déterminé. Mais d'un point de vue intellectuel, on ne peut pas dire que c'était un grand génie. Et pendant son exil au Caire, au début des années 60, tout comme un certain nombre de ses amis du Baas, il est devenu un agent informel de la CIA. Il y a des preuves que le jeune Saddam s'est rendu à cette époque à plusieurs reprises à l'ambassade américaine au Caire.
Les liens de Saddam avec les Américains en Égypte sont entourés de mystères. Mais il est certain que leurs intérêts convergent. Les communistes sont leur ennemi. La guerre froide fait rage, et à cette époque, le Moyen-Orient est l'un de ses fronts. Loin du Caire, Bagdad se réveille en état de siège. Nous sommes le 8 février 1963. Il était 8h30 pour être précis. J'étais dans la salle de bain et ma mère me dit « Il y a un coup d'État ». Le général Qassem est de nouveau visé. Très populaire pour avoir débarrassé l'Irak de la monarchie et de l'influence britannique, il s'est allié aux communistes. Face à lui, des officiers nationalistes et des militants du Baas. 4 ans après leur attentat raté, les compagnons d'armes de Saddam Hussein tentent une nouvelle fois leur chance. Dans les premières heures de la révolution contre Qassem, nous devions contrôler toute une série d'endroits à Bagdad. Les ponts, les stations d'essence, la radio. Et les combats ont duré 3 jours. Nous, les communistes et d'autres gens, nous nous attendions à ce que quelque chose arrive. Et nous pensions pouvoir résister. C'est une lourde erreur. Ce sont les putschistes qui prennent le dessus. Ils capturent Qassem et le transfèrent dans les locaux de la télévision. Quand il est arrivé dans le studio, un homme posté à l'extérieur l'a frappé. La plupart des conspirateurs pensaient qu'il fallait l'exécuter immédiatement parce que les communistes résistaient encore dans de nombreux quartiers. S'il restait en vie, la résistance continuerait. Mais s'il était exécuté et qu'une annonce était faite à la télévision, les communistes cesseraient de se battre. C'est cette option qu'ils ont choisie. Et après 5 minutes, nous avons entendu des coups de feu. Abdelkarim Qassem venait d'être tué. Voilà comment il est mort. Exécutés, Qassem et ses compagnons sont exhibés à la télévision. J'étais chez moi, je regardais la télévision. Il y avait une seule chaîne et nous la regardions. Je suivais les bulletins d'information et lorsqu'ils ont montré l'image de Qassem mort, tué, c'était très important pour eux. Ils ont montré ces images encore et encore. Les bassistes se réjouissent. Washington et la CIA aussi. Alliés de Moscou, Qassem était l'homme à abattre. Une de mes amies travaillait à l'ambassade américaine. Elle m'a raconté que l'ambassadeur était si nerveux qu'il n'arrêtait pas de faire les 100 pas. Et quand il a allumé la radio et qu'il a entendu qu'il y avait eu un coup d'État, il a ouvert le champagne. Et il a invité tout le personnel à boire au succès du coup d'État. Personnellement, je considère que c'était un vrai triomphe pour la CIA. Ils n'en ont pas eu beaucoup. Beaucoup de tentatives de coup d'État ont mal tourné, mais celle-ci a réussi. C'était pour une cause juste. Je pense que c'était une très bonne chose. La CIA a joué un rôle majeur dans le coup d'État de 1963. Des armes ont été acheminées clandestinement de Turquie. Beaucoup d'argent, un soutien financier important. La préparation par la CIA a commencé dès les premières étapes du coup. Bien sûr, le Baas voulait à tout prix prendre le pouvoir, mais ils avaient besoin de l'aide des États-Unis. Après l'élimination de Qassem, la chasse aux communistes est ouverte. Elle fera des milliers de victimes. La CIA a été accusée d'avoir fourni des listes de militants à éliminer. Les responsables américains ont toujours démenti. Mais devant cette épuration, ils ne cachent pas leur contentement. La répression extrêmement sanglante des communistes à Bagdad était une bonne nouvelle pour Washington. Nos inquiétudes étaient grandes à propos des intentions soviétiques. Il ne faut pas les sous-estimer. Pour Saddam Hussein, la voie est libre. Du Caire, il rentre en Irak. Issu d'une famille pauvre d'une des régions les plus défavorisées du pays, il prend le coup d'État en marche.
À 24 ans, il organise les services de sécurité du parti Baas et entame sa course au pouvoir. Après son retour à Bagdad, Saddam est devenu officiellement un tortionnaire. Il faisait peur, il n'avait aucune pitié, et c'est devenu un trait de son caractère. C'est devenu un de ses titres de gloire. Saddam était un dur. Il était très occupé avec son oncle et d'autres voyous à former les militaires, le noyau dur, les escadrons de la mort du parti Baas. Violents et incontrôlables, les bassistes sont écartés du pouvoir par les militaires après 10 mois. Le général Aref s'installe seul aux commandes. Saddam et ses camarades entrent dans la clandestinité. En 1964, j'ai rencontré Saddam pour la première fois. Il se faisait appeler Mohamed. Salah Omar Ali, qui vit aujourd'hui dans la périphérie de Bagdad, est un des plus vieux compagnons de route de Saddam Hussein. Comme il parlait le dialecte de ma région, j'ai pensé qu'il s'agissait de Saddam. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu t'appelles vraiment Mohamed? Et il a souri. J'ai dit, tu es Saddam? Et il a répondu, oui, je suis Saddam. Celui qui se fait appeler Mohamed charge alors Salah d'une première mission qui semble bien dérisoire. Il doit dérober une rotative. Pour Saddam, cette vie clandestine prend fin lorsque la police du général Aref l'arrête. Il passe 20 mois sous les verrous avec ses compagnons bassistes. Sobi Abdelhamid est l'un des officiers qui ont écarté Saddam et les bassistes. Ironie de l'histoire, il est à l'origine d'une décision historique qui provoquera leur retour quelques années plus tard. Alors que Saddam est en prison, Sobi a été nommé ministre des Affaires étrangères. Là, c'est moi. Et là, c'est le président Aref. En pleine guerre froide, Aref, le nationaliste, songe à se rapprocher de Moscou. L'occasion se présente le 14 mai 1964. Une cérémonie marque en Égypte le début des travaux du barrage d'Assouan, financé par l'URSS. Le président Nasser a organisé une croisière officielle. Il a invité Khrouchtchev, le numéro 1 soviétique, et Aref, l'Irakien. Sobi organise à bord une première rencontre avec les soviétiques. À notre retour, des délégations irakiennes ont commencé à se rendre à Moscou pour signer de nouveaux accords. C'est alors que les Américains ont eu l'impression qu'ils allaient perdre l'Irak pour de bon. Nous avons choisi l'Union soviétique plutôt que les États-Unis. Saddam Hussein va profiter de cette situation. Washington ne peut laisser l'Irak entrer dans l'orbite soviétique. De nouveau, le chemin du jeune baassiste croise celui de la CIA. Ils poursuivent le même objectif, l'élimination du régime. Les contacts de la CIA à Bagdad et en Irak étaient avant tout les responsables du parti Baas et les hommes politiques, comme Saddam Hussein. Mais d'autres contacts ont été établis spécialement à travers l'ambassadeur irakien au Liban. Son nom était Al-Hani. 17 juillet 1968. Les rues de Bagdad sont le théâtre d'un nouveau coup d'État baassiste, l'événement décisif qui va projeter Saddam vers le pouvoir. Et j'étais là. Au milieu de la nuit, nous sommes allés au palais. Nous avions revêtu nos uniformes militaires et nous étions armés. Une fois arrivés au palais, nous l'avons encerclé. Saddam était avec nous. Et M. Bakr, notre président, a saisi le téléphone.